Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes camarades adorés. Bonsoir Elisabeth. L'actualité en France, c'est la fin des bébés, enfin tout du moins un tournant historique dans la natalité révélé par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, hier, pour la première fois depuis un siècle, hors période de guerre. Je regarde l'historien Xavier Mauduit. Il y a eu moins de naissances depuis un an que de décès. Moi j'en ai 2, mais à la base j'en voulais 3, je m'arrêterai peut-être à 2 du coup, parce que je suis pas sûre de pouvoir en avoir un 3e pour plus tard, pour les études, etc. Il faut aussi pouvoir être dans une situation suffisamment stable financièrement, avoir suffisamment de confiance en l'avenir aussi. Dans une France au moral en berne, le symbole de la dénatalité est fort. Avec quelles conséquences pour l'économie, pour notre modèle social solidaire, le financement des retraites à l'horizon 2050? Pourquoi les Français calent-ils après le premier ou le second loupio? On en débattra ce soir avant de vous retrouver en fin d'émission. Marie Bonisseau, qu'est-ce qu'il y a? Et Xavier Mauduit. Et la Commission européenne, Elisabeth, vient de décider l'abandon de l'objectif tout électrique pour 2035. Il y aura donc des voitures thermiques encore longtemps, l'occasion de revenir aux origines de l'automobile, une histoire évidemment électrique au rythme de la batterie. Ça a pétaradé. Et vous, Marie? Moi, je vous parle du poulpe, cet animal extrêmement intelligent qui sait changer de couleur, lancer des objets, cracher de l'encre et désormais jouer du piano. J'ai des preuves. Mais on n'y croit pas, c'est vrai? À tout à l'heure. Et pour commencer, après les poulpes, les chiens. Une question scientifique, affective et poilue. Parlons-nous chiens et eux pensent-ils comme l'humain, comme Sapiens? La femme qui pose cette question est neuroscientifique, médaillée d'argent du CNRS et professeure à l'Institut Pasteur. Nous en parlons donc avec Anne-Lise Giraud et le bichon Soleil. Anne-Lise Giraud, bonsoir. Je vous présente Anna Ndiaye et Bonsoir. Benjamin Sportouche, Bonsoir. qui partagent la même interrogation que moi. Comment se fait-il qu'une éminente neuroscientifique spécialiste de l'audition, mais plutôt de l'audition humaine, travaillant pour l'Institut Pasteur, se penche sur cette question qui semble vous tarauder depuis des années? Les chiens et les hommes, comment ça communique? Est-ce qu'un jour, le chien pourra passer la barrière vocale du langage? Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Une passion de toujours pour les chiens, évidemment. Une passion de toujours pour le langage aussi. Et puis surtout, en tant que neuroscientifique, Oui. le chien est un modèle extraordinaire d'appétence pour le langage, en étant génétiquement éloigné de nous, sans pouvoir produire la parole. C'est ça. On va écouter, on va développer toutes ces questions après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Anne-Lise Giraud, dans votre livre, vous vous intéressez au dialogue entre les chiens et les humains. Que comprennent-ils lorsque nous leur parlons, souvent sur un ton un peu gnangnan d'ailleurs? Mais t'es une star, mon amour. Et qu'est-ce qui les empêche de nous répondre? Pour creuser ces questions, vous avez le profil idéal. Neuroscientifique, vous vous intéressez d'emblée aux mécanismes cérébraux impliqués dans le langage et l'audition. Vous faites ce choix afin de comprendre comment les mots viennent à notre cerveau et remplissent notre espace mental jusqu'à devenir la matrice de nos pensées. En 97, à l'âge de 29 ans, vous soutenez une thèse au titre limpide « Le système efférent olivo-cochléaire médian, électrophysiologie, modélisation et recherche d'un rôle dans l'audition humaine ». Directrice de recherche au CNRS, puis professeure à l'Université de Genève, vous publiez « Le cerveau et les mots de la parole, aphasie, dyslexie, surdité, bégaiement » en 2018. Vous rassemblez alors les données de la neuroscience pour répondre à des questions. Pourquoi l'enfant autiste ne répond pas quand on lui parle? Qu'est-ce qui coince dans le bégaiement? Ou encore, pourquoi ne peut-on plus parler après un accident vasculaire cérébral? Et vous évoquez également les espoirs de traitement. Actuellement, les techniques qui sont très prometteuses pour la rééducation après un AVC en cas d'aphasie impliquent le neurofeedback, c'est-à-dire qu'on va, par l'intermédiaire d'un ordinateur, provoquer l'activation spécifique des zones du cerveau qui nous intéressent. Aujourd'hui, vous mettez donc vos connaissances au service d'un livre consacré aux échanges entre les chiens et les humains. Nous y apprenons que le chien perçoit nos intonations, mais aussi une partie du contenu de nos phrases à condition de ralentir notre rythme d'élocution. Vous décrivez également une technique comme celle-ci à base de boutons poussoirs qui correspondent à des mots. Quoi? La chute. Jouer? Ce qui permet presque à l'animal de parler humain donc. Dans votre conclusion, vous vous demandez si nous ne devrions pas nous aussi penser chien, à savoir
Apprendre leur monde densément olfactif, bien sûr, mais aussi le fait de rester des heures à fixer l'être aimé. Et nous voilà avec un bichon, et ce bichon s'appelle Soleil. Et Anne-Lise Giraud, vous allez nous expliquer comment, d'un point de vue neuro-hormonal, caresser un chien, regarder un chien, je ne peux pas le regarder, il ne peut pas me voir, mais déclenche un afflux d'ocytocine. En effet, on imagine que les premiers contacts avec les chiens sont dus à cette ocytocine dans le sens où, on va dire, c'est l'hormone de la socialisation. Et de l'empathie, c'est ça? Et de l'empathie aussi. Et donc, on peut dire que les chiens et les hommes se sont rencontrés parce qu'ils étaient sociaux, qui partageaient un territoire. Et donc, l'ocytocine fait vraiment partie de cet échange, y compris, comme vous le disiez, quand on regarde le chien droit dans les yeux. Mais ça marche aussi pas que pour les chiens. Ça marche pas que pour les chiens. La rencontre, elle remonte au paléolithique supérieur. Il y a 20 000 ans à peu près, il y a eu cette domestication du loup gris. Le chien est devenu l'allié de l'homme. Il a appris à rapporter la nourriture qu'il chassait ensemble et à ne pas la garder pour lui, c'est ça. Et tout a commencé comme ça. Et alors vous faites remarquer que le microbiote du chien et de l'homme sont extrêmement proches. Je pense que le bichon soleil va descendre vivre sa vie. Voilà, le bichon soleil n'aime pas la lumière artificielle. Donc ce microbiote nous est commun. Comment se fait-il? Pourquoi mon microbiote, le vôtre, est-il proche de celui du chien? Alors le microbiote... Il est commun parce qu'on on partage notre nourriture, on partage plein de choses. Donc il est plus similaire, ce microbiote, entre nous et le chien qu'entre nous et des espèces qui vont être plus proches génétiquement de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que le microbiote fait à notre cerveau, puisqu'il y a une interaction... psychobiote. Le psychobiote, voilà, qui va modifier en partie nos comportements, et en particulier avec la sérotonine qui est produite dans nos intestins essentiellement. Benjamin. Alors, il y a des chiens qui sont plus virtuoses que d'autres, notamment le husky, prononcé comme ça. Pourquoi? On le voit là, c'est toujours très beau, ces chiens. Alors, ces chiens sont réputés pour ne pas aboyer, ou du moins ne pas aboyer trop. Ils ont conservé des traits qui sont plus proches du hurlement du loup. Oui. Et donc, ils arrivent à vocaliser à l'arrière de leur gorge et à faire des choses qui ressemblent à des voyelles, mais plutôt des A. Comme des I love you? C'est ce que vous écrivez alors là? Bon, j'étais surpris. I love you, enfin il y a des vidéos, vous pourrez les regarder. On interprète I love you, mais en réalité, c'est très proche de A. Enfin, donc ils modulent un peu, ils arrivent à faire quelque chose comme une consonne, mais ça ne va pas très loin. Quand le chien, quand on évoque le cerveau et quand vous vous penchez, vous, à travers des examens scientifiques sur le cerveau du chien, vous constatez qu'il découpe la parole. Par exemple, viens Médor, on va se promener. Donc il faut parler lentement à un chien, comme un humain intuitivement parlera lentement à un bébé, pour être mieux compris par le chien, c'est ça? En fait, l'histoire, c'est que... le rythme des animaux, aboiements, etc., sont relativement lents. Et nous, les humains, on a accéléré tout ça parce qu'on a voulu échanger plus vite, plus d'informations par unité de temps. Et donc, nous, on a nos ondes cérébrales qui fonctionnent à cette cadence syllabique, et les chiens n'ont pas ça. Donc, ils vont comprendre des choses plus intégrées, donc des petits groupes de mots. Et effectivement, c'est les ondes delta qui sont impliquées là-dedans. Les fameuses ondes delta, c'est ça. Alors, on va évoquer avec vous, Anne-Lise Giraud, et avec Anna, le fait que nous n'avons jamais été aussi près, paraît-il, de pouvoir communiquer, enfin, en tout cas, comprendre, voire discuter avec des chats. Oui, miaou. Alors, pour les non-initiés, il n'y a rien qui ressemble plus à un miaulement qu'à un autre miaulement. Et pourtant, ils n'ont pas du tout le même sens. Il y a 5 ans, un ancien ingénieur d'Amazon a lancé une application qui s'appelait Miaou Talk. C'était une sorte de Google Trad pour chat. Il suffisait d'enregistrer un miaulement pour le voir retranscrit en une phrase. Ça pouvait être « j'ai faim, j'ai soif ». J'ai besoin de caresses, etc. Sauf que les essais n'étaient pas toujours très concluants. Sauf que depuis 5 ans, les choses ont évolué, il y a eu des progrès et l'entreprise chinoise Baidu a d'ailleurs déposé une demande de brevet au mois de mai pour traduire les sons des animaux en langage humain grâce à l'intelligence artificielle. Ce système pourrait permettre une communication émotionnelle plus profonde entre les humains et les animaux. C'est ce qu'assurent en tout cas les fondateurs. Car cette IA, elle est capable de décoder, en plus des sons vocaux, les postures, les expressions faciales, mais aussi les émotions des animaux. Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi on a développé moins de proximité avec les chats? Et est-ce que, du coup, ça a modifié notre façon de communiquer avec eux par rapport aux chiens? Alors, c'est une théorie. En science, il y a beaucoup de théories. La théorie, c'est qu'il
initialement, le chat est là pour nous débarrasser des nuisibles. Il chasse pour lui-même. Il ne chasse pas pour rapporter à son maître, même s'il nous dépose des souris devant. Donc il chasse pour lui-même, pour manger. Et dans ce sens-là, il reste un peu sauvage. Et le chat n'est pas social. Ils ne vivent pas en meute, c'est des solitaires. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'expérience Bunny qui fascine 8 millions de personnes à travers la planète et qui est l'histoire d'un chien qui, quoiqu'au bord du langage, utilise avec sa patte des boutons pressoirs pour signifier des choses, voire même signifier des choses qui vont jusqu'à sa condition de chien au sein de sa famille. On va regarder une image et vous nous dites après ce qu'il en est. Cat no play. Cat love you play. Alors ça, c'est une expérience validée par l'Université de Californie de San Diego, donc très sérieuse, semble-t-il. Il y a d'ailleurs beaucoup de chiens avec leur maître qui appuient sur les boutons pressoirs. Ça dit quoi ? Alors, Bunny est un peu exceptionnelle. Ouais. C'est ce qu'on pourrait appeler une preuve de concept. Elle a 200 boutons pressoirs. Voilà. 200 mots, donc. 200 mots. Oui. Et vous voyez qu'elle arrive un peu à composer des petites phrases. Elle va lentement parce qu'il faut qu'elle atteigne les bons boutons. Voilà. Et donc, ce qui est fascinant dans l'expérience Bunny, c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure qu'elle utilise des mots, donc au départ, elle en avait une dizaine, mettons, on lui a rajouté des mots, mais pas de façon arbitraire, de façon intelligente, en voyant comment elle a besoin des mots. Donc, on a introduit à un moment le passé. On a introduit l'interrogation, donc le et à partir du moment où elle peut poser des questions, on est dans une vraie dialectique et donc les concepts s'élaborent. Et le chien apparemment a une pensée de plus en plus élaborée jusqu'à questionner sa condition capable de canine. conjuguer présent, passé et de dire sur 2 boutons Bunny human avec un point d'interrogation, c'est-à-dire questionner sa condition, où suis-je entre les deux, espèce compagne entre homme et chien. C'est vertigineux, est-ce que c'est pas un peu même angoissant de tenter de prouver que les chiens peuvent devenir des êtres communicants? Après tout, depuis 2000 ans, l'homme et le chien ont une relation avec cette bête à chagrin, comme disait l'autre, extraordinaire, sans avoir besoin d'en passer par justement l'oralité et la parole, enfin, ou l'expression de quelque chose d'aussi construit. Alors, ça pose des problèmes. Oui. Pour moi, ça me pose un problème éthique qui est que... Nous, on a essayé avec un de nos chiens, jusqu'à 6, 7 boutons, ça marche très bien. Oui. Le problème, c'est quand vous allez dans votre maison de campagne, vous ne pouvez pas transporter les 200 boutons partout. Donc pour moi, sur le plan éthique, ça équivaut à... à bâillonner. Bâillonner exactement son chien. Donc ça, c'est un des problèmes éthiques que ça pose. Mais par contre, c'est tellement fascinant de montrer qu'on peut élaborer sa pensée à partir des mots et des concepts. Quand on c'est a un peu 4 pattes. l'histoire de ma vie scientifique. Vous n'avez pas 4 pattes pourtant, Giraud. Vous êtes un homo sapiens. Oui, mais j'ai toujours été fascinée par comment les mots structurent notre pensée et la font évoluer. Parlons-nous chien ou pense-t-il humain? Un point sur toutes les expériences qui sont en train d'être élaborées à droite à gauche. C'est absolument remarquable. Merci infiniment. Et c'est chez Herman, pardonnez-moi. Merci infiniment d'être venu dans 28 minutes sur Arte. Les 9 millions, je crois qu'il y a 10 millions de chiens en France. Les chiens nous ont écoutés ce soir, je pense. Et on va passer à notre débat sur les raisons de la crise de la natalité en France. L'Institut national des études démographiques a révélé hier que les décès sont supérieurs aux naissances hors dom-tom pour la première fois depuis à peu près un siècle. Comment expliquer ce solde négatif? Facteur économique, écologique, avec quelles conséquences pour le système des retraites, notamment pour le moral du pays? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Les Français auraient-ils le baby blues? Tu sais quoi? Non. Les enfants me manquent. Ah bon? Bah non, je déconne. Mais où sont donc passés les bébés? Selon une étude publiée hier, il y a plus de décès que de naissances sur les 12 derniers mois dans l'Hexagone. Le taux de natalité n'a jamais été aussi bas depuis 1945. À l'époque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Français avaient répondu à l'appel du général de Gaulle qui tablait sur 12 millions de bébés en 10 ans. Il faut à la France des enfants qui seront demain des travailleurs et des gardiens. La grandeur est encore souvent fonction du nombre. Cette vigoureuse dynamique s'est ralentie au fil des décennies. Papa,
Comment on fait les bébés? La machine à bébé s'est grippée par conviction. Pour raisons professionnelles ou économiques, les Français pouponnent moins et plus tard. Il y a moins le côté on doit forcément faire une famille ou autre. Et le coût, la vie est plus chère aussi qu'avant. Moi j'en ai 2, mais à la base j'en voulais 3, je m'arrêterai peut-être à 2. Pour relancer une natalité française en berne, Emmanuel Macron avait annoncé début 2024 un nouveau congé de naissance et un dispositif contre l'infertilité masculine et féminine qui ne verra le jour que dans quelques semaines. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Réarmement, le terme a fait bondir des organisations féministes qui ont demandé au chef de l'État de laisser l'utérus des femmes tranquille. Reste que le basculement démographique en cours inquiète à l'Assemblée nationale. Notre modèle social est percuté par la transition démographique. Ces phénomènes renversent les équilibres des cotisants et des cotisés pour évoquer le système des retraites. Alors, qui va payer les retraites? Longtemps championne d'Europe de la natalité, la France doit-elle à tout prix refaire des bébés? Nos 3 invités, Hervé Lebras, bonsoir, démographe, directeur d'études à l'EHESS et de recherche émérite à l'INED. Dernier ouvrage, France, un album de famille avec des photographies de Yann Arthus Bertrand, vient de paraître. Selon vous, Hervé Lebras, c'est la première fois depuis 1945 qu'on a plus de morts que de naissances dans l'Hexagone. Mais ça n'est pas lié au climat politique actuel. On fait ce constat dans tout ou dans la plupart des pays du monde. On va en parler, bien sûr. À côté de vous, Bettina Zourli, bonsoir, journaliste et essayiste. Votre livre « Être ou ne pas être mère » va paraître en poche en février. Et selon vous, il y a de très nombreuses raisons qui peuvent expliquer le fait de ne pas vouloir d'enfants. Aujourd'hui en France, il est naïf de croire qu'on peut influer sur la natalité. Les incitations financières et toutes les politiques pro-natalistes ne semblent pas marcher. Et à côté de vous, Maxime Sbailly, bonsoir. Économiste, expert associé à l'Institut Montaigne, directeur stratégique du Club Landois. Votre dernier essai, Les balançoires vides, le piège de la dénatalité. Selon vous, la crise du logement, la pauvreté chez les jeunes, ainsi que la pénurie d'assistantes maternelles expliquent ce déclin de la natalité. On peut inverser la courbe, ajoutez-vous, en mettant en place des politiques familiales et en recourant à l'immigration. Et on démarre le débat avec le carnet rose. Oui, bien sûr, le carnet rose du jour. Bienvenue aux 1678 bébés qui sont nés ou qui s'apprêtent à naître aujourd'hui. 1678 bébés naissent en effet chaque jour en moyenne en France métropolitaine. C'est un carnet rose qui semble donc bien garni, mais qui l'est beaucoup moins qu'il y a 60 ans. On comptait alors 2509 naissances quotidiennes, soit presque un tiers de plus qu'aujourd'hui. Maxime Sbailly, est-ce que c'est l'incertitude de la marche du monde qui peut expliquer cette baisse impressionnante ? Il n'y a pas d'explication simple. C'est tellement multifactoriel, il y a tellement de choses qui influencent la décision ou pas de faire des enfants qu'on ne peut jamais dire c'est ça et c'est que ça. Simplement, il y a quelque chose qui se passe en France depuis 2010. En 2010, on faisait encore beaucoup d'enfants, on avait un taux de fécondité à 2 enfants par femme. Et depuis 2010, les naissances, elles ont chuté de 25%. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, qui a complètement dégringolé, il y a une cassure. Moi, je le relie quand même au contexte économique. On a quand même vécu 3 crises économiques majeures, je vous rappelle, depuis 15 ans. 2008, la crise de la zone euro, la crise Covid. Ça, c'est les jeunes qui l'ont payé. Le logement est devenu de plus en plus inaccessible pour les jeunes. Ils ont perdu 2 chambres d'enfants en moyenne dans les grandes villes. Donc voilà. Et puis, oui, il y a ce problème de mode de garde aussi qui fait qu'aujourd'hui, on manque de place dans les crèches, on manque d'effectifs dans les crèches. Ça donne une partie de la réponse à votre question, mais bien sûr, il n'y en a pas que ça. Il y a d'autres facteurs qui jouent. Bettina Zourli, les facteurs explicatifs pour votre choix, c'est quoi de ne pas avoir d'enfant? C'est pareil, c'est tout aussi multiple. C'est vrai que oui, souvent on oppose le non-désir d'enfant avec la baisse de la natalité. Je pense qu'il y a toujours eu des personnes qui ne voulaient pas d'enfants, donc je pense que ça, c'est pas nouveau, c'est pas forcément un phénomène ni une mode. Et en ce qui concerne les raisons, c'est... En ce qui me concerne, il n'y en a pas. C'est un désir viscéral, je dirais, de ne pas vouloir d'enfants. Mais c'est vrai que si on regarde les sondages qui ont été menés ces dernières années, que ce soit l'UNAF ou il y a eu un gros sondage, avec l'IFOP, il y a 2 ans, qui avait fait beaucoup parler, c'est des questions d'épanouissement personnel. Il y a aussi clairement des questions de peur vis-à-vis de l'avenir, mais donc, qui rejoignent ce que vous venez de dire. Des questions financières aussi, des questions de taille de logement. Il y a de la préoccupation structurelle, éco-anxiété qui rentre aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le cadre vraiment, là je parle du non-désir d'enfant, c'est que si demain il n'y a ni problématique d'inégalité de genre, ni crise climatique, la plupart des gens qui ne veulent pas d'enfants n'en voudront quand même pas. Continueront à ne pas en vouloir. Hervé Lebras, plus de morts que de naissances, là, c'est quand même quelque chose d'historique, selon vous ?
Oui, c'est historique. C'est bascule. la première fois depuis l'après-guerre, mais ça a eu lieu 3 fois au début du 19e siècle, mais c'était parce qu'il y avait eu des épidémies de grippe assez fortes, et puis ça a eu lieu à partir des années 36 en France. Donc c'est pas tout à fait la première fois, mais à chaque fois, je dois dire que ça avait créé une grande émotion. Surtout à la veille de la guerre de 14, parce qu'on avait peur de la natalité des Allemands, qui était très nettement supérieure, et on disait ça sera des soldats contre nous. Maxime Bailly, si on regarde la carte de la France, dans les DOM, les départements d'outre-mer, les naissances restent supérieures aux décès. Pour quelles raisons ? Alors, il y a cette différence. Alors, en fait, il y a des différences territoriales très fortes, effectivement, dans les DOM. Alors, il y a des différences culturelles. Il y a aussi Mayotte, qui fait aussi, qui joue beaucoup, qui est un peu une exception. En réalité, on parle de dénatalité là. À cause d'une immigration. Oui, aussi. Mais en fait, quand on parle de dénatalité, on a les chiffres nationaux, mais en réalité, c'est très concret déjà dans les territoires. Il y a, par exemple, je vous donne un chiffre, on a perdu un demi-million d'écoliers dans les écoles en France. D'accord. On a fermé plus de 6000 écoles élémentaires en France depuis 2010. Et des maternités. Et des maternités aussi, ça suit en fait. Et donc effectivement, les écoles, les maternités se vident, les balançoires se vident, les écoles se vident, puis c'est les lycées, puis les collèges. Et donc tout ça est une espèce de marée descendante qu'on ressent au long cours. Dans les zones urbaines principalement, c'est ça ? Dans les zones urbaines, moins en ruralité, moins dans les campagnes. Je vous donne campagnes. l'exemple de Paris. Paris, c'est un des départements où il y a le taux de fécondité est parmi les plus bas, 1,2 enfants par femme en moyenne. C'est bien connu, à Paris, on fait un enfant, on campe, deuxième enfant, on décampe. Voyez, parce que la pression immobilière, parce que les modes de garde, et donc on part en périurbain et on essaie de s'éloigner un peu du centre-ville. Mais vous avez aussi c'est là où en fait la dénatalité et le vieillissement viennent se croiser. Vous avez des départements entiers. Je pense à Bergerac, je pense dans le Loir, dans le Cher, où en fait on a quasiment plus de jeunes et on n'a plus que des personnes âgées. Ce qui va poser aussi des grosses questions à l'avenir. Comment on va s'occuper des aînés si on n'a plus de jeunes ? On va y venir, mais Hervé Lebras, la France. C'est spécifique ou toute l'Europe est frappée et le monde entier? Il y a vraiment une baisse de la natalité. C'est le monde entier. Et c'est le monde entier. Ça a commencé autour de 2008. Alors, selon les pays, ça peut être 2010. La France, c'est 2012 où ça s'amorce. Et c'est très important dans la plupart des pays. Prenez la Chine. La Chine est à 1,7 enfants en 2017, au moment où on généralise l'abandon de la politique. De la politique de l'enfant unique. Oui, et là, elle vient de passer au-dessous de 1 enfant par femme. Prenez les... C'est probablement plus bas parce qu'ils truquent un peu leur chiffre. En plus. Mais peu importe, c'est très bas. Oui, parce qu'il y a plus bas. Mais on cite toujours l'exemple de la Corée, mais prenez les États-Unis. Les États-Unis étaient à peu près à 2,15 en 2008. Et là, la cassure est très nette. C'est en 2009 que ça commence à diminuer. Et maintenant, ils sont à 1,65. Donc, il y a un effet général. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu méfiant sur des causes trop françaises à cette baisse. Il y a quelque chose, et on peut dire, il y a une mondialisation de la baisse. Et c'est la première fois, parce que la grande baisse, disons, qui a été liée à la contraception moderne, a été très différente selon les pays. Mais même... Prenons un autre exemple, le Chili et l'Argentine. Le Chili est maintenant à 1,14 enfants par femme et ça s'est déclenché exactement en 2014. Vous voyez, donc il y a un mystère, parce qu'il y a beaucoup de mystères dans la démographie. Mais en tout cas, c'est un mouvement général. C'est ça. Il y a une cause quand même qui apparaît, c'est l'infertilité, en raison de l'âge notamment. Le gouvernement veut y sensibiliser les Français. Écoutez Stéphanie Rist, la ministre de la Santé et des Familles. Dès l'année prochaine, chaque Française et Français de 29 ans recevra de l'assurance maladie un message personnalisé sur sa santé reproductive. Non pas pour mettre une quelconque pression, mais pour éviter un effet de « si j'avais su » et de préserver sa fertilité avant que celle-ci ne baisse. Bettina Zurli, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez cela? Un message personnalisé sur la santé reproductive de chaque Français. En soi, je me dis, c'est bien de effectivement se préparer, parce que c'est vrai que si on a un désir d'enfant et qu'on se rend compte qu'il y a une infertilité, vu les parcours PMA qui sont très longs et qui en plus n'aboutissent que dans moins d'un cas sur deux, c'est vrai qu'on érige toujours ça en solution miracle, mais ça marche pas toujours. Ça peut être une bonne chose. Moi, là où je vois un souci et un risque, en tout cas pour les femmes et leur liberté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les politiques familiales et natalistes n'entendent pas en fait la diversité des besoins. C'est-à-dire que juste dire il faut régler
régler l'infertilité. Enfin, en tout cas, il faut faire des tests de santé, plus là, ce qui se trame en termes d'allocation, enfin d'aide, c'est les allocations familiales, etc. C'est pas suffisant. Et en fait, moi, en tant que militante féministe aussi, je trouve qu'on n'est pas très entendu sur plein d'autres causes annexes. Par exemple, la répartition des tâches, la répartition des congés, etc. Là-dessus, en fait, l'infertilité seule n'est pas une cause de cette baisse de la natalité. Quoi. Oui, surtout il faut être très prudent là-dessus, parce qu'en fait, l'infertilité n'est pas une cause, elle est une très très faible cause. Si actuellement, les femmes continuaient à avoir des enfants aux âges auxquels elles les ont, mais ne pratiquaient aucune contraception, les modèles montrent qu'elles auraient un peu plus de 5 enfants. Donc, oui, parce que... Donc c'est la contraception, c'est ça que vous dites. C'est la contraception, c'est pas l'infertilité. Disons, la stérilité... Ce qu'on appelle la fécondabilité, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une conception au cours d'un cycle, diminue assez vite, mais elle est à peu près d'un 5e, donc ça veut dire qu'on a un enfant après 5 essais. Mais alors elle baisse vite, mais si elle est divisée par 2, ce qui est le cas arrivé vers 37-38 ans, c'est un 10e, donc ça prend... On l'a en 10 mois, c'est pas énorme non plus, et ainsi de suite. Donc, sous l'Ancien Régime, les femmes au XVIIIe siècle avaient leur dernier enfant à 42 ans et demi en moyenne. Et alors, aujourd'hui, passé 35 ans, Maxime Sbailly, on parle de grossesse gériatrique. C'est très incitatif, non? Moi, j'ai découvert ça dans les maternités, effectivement. J'ai découvert ça comme ça. Donc, effectivement, ça dit aussi qu'on a peut-être besoin de changer aussi les mots pour qualifier ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le chiffre que vous venez de montrer. Effectivement, il y a des enquêtes moins de 30 ans qui souhaitent moins de 2 enfants contre 2 et il y a 20 ans, donc une baisse du désir. Il y a un peu une baisse du désir. Alors après, quand on demande le nombre idéal, il est un peu au-dessus de 2. Il y a un autre chiffre aussi, il y a le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge qui avait fait un sondage en mai qui montre que 88% des Français de moins de 35 ans ou ont déjà un enfant ou projettent d'en avoir. Ce qui montre quand même que le désir d'enfant reste ultra majoritaire en France, que ce chiffre de 2, en fait, il ne correspond pas à la réalité. Encore une fois, moins 25% sur les naissances en 15 ans. Donc il y a un décalage qui est en train de s'installer entre la volonté et la réalité. Et moi, c'est ça qui m'interpelle, parce que si les naissances baissaient simplement par choix et parce que les Français ne veulent plus faire d'enfants, l'État n'a rien à faire dans les chambres à coucher. Et il faudrait simplement le regarder sans se dire il y a quelque chose à faire. Alors là, c'est un peu l'inverse qu'on observe. Vous parlez de l'État, justement. Fête des bébés, ça a été longtemps le mot d'ordre des politiques familiales. Regardez ici, on est en 75. Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, est député sous Giscard. Il est député de La Réunion entre un spermatozoïde et un ovule, semble-t-il. Regardez. Au rythme actuel de la baisse de la natalité, la génération qui monte sera moins nombreuse que la génération qui s'en va. Et derrière cette première menace, s'en profile une autre qui s'exprime par cette question: la France va-t-elle de nouveau connaître une période où le nombre des cercueils sera chaque année supérieur à celui des berceaux? Vous devinez l'importance du problème. C'est notre avenir qui est en cause. L'avenir de la nation, mais aussi l'avenir de chacun et de chacune d'entre vous. C'est pourquoi il est important qu'augmente le nombre des foyers d'au moins 3 enfants. Au moins 3 enfants, Bettina Azurli. C'est vrai que faire moins d'enfants, c'est ce qu'on nous a dit et inculqué, c'est mettre en péril une nation, un pays. Oui, c'est vrai que c'est ça qui revient, en tout cas, moi, les discours que j'entends en tant que personne qui ne veut pas d'enfants, c'est ça, mais c'est vrai qu'en réalité, je trouve qu'il y a le fait de corréler, le fait de parler des femmes qui ne veulent pas d'enfants, parce qu'on parle en plus très souvent des femmes qui ne veulent pas d'enfants et pas des hommes, et la baisse de la natalité, c'est créer un amalgame, j'ai l'impression, comme si la baisse de natalité était de notre faute, et souvent, en tout cas pour les discours les plus conservateurs et réactionnaires... Vous ne seriez pas patriotique. Voilà, c'est ça. Les plus réactionnaires, c'est ça, c'est on ne donne pas notre corps à la nation contre un péril extérieur civilisationnel. Enfin, c'est vraiment là, on est vraiment là-dedans. Et c'est vrai qu'en réalité, si on regarde, je regardais mes notes parce que je ne vais pas dire des bêtises en termes de chiffres, mais en termes de ce qui est mis en avant pour les besoins des Français par rapport au désir d'enfant, c'est que ce qui est mis en avant, c'est le fait d'avoir des congés suffisants et bien payés. C'est l'UNAF qui a publié ça l'année dernière. Pour 66% des familles et 70% des gens qui n'ont pas encore d'enfants, ils réclament donc des congés suffisants et bien payés. 74% des gens sans enfants parlent de conditions de travail adaptées, donc une meilleure conciliation vie pro, vie perso. Et 67% parlent des services de garde. Et aujourd'hui, on n'a pas de réponse structurelle satisfaisante là-dessus. Pardon, Maxime Bailly, mais est-ce qu'une population qui diminue, de fait, c'est pas un pays qui décline? Est-ce que c'est faux, cette assertion, ou pas, sur le plan économique et diplomatique?
En fait, Ah, pour vous, c'est faux. Bien Attendez, sûr. tous les deux, alors. Il y a des très bons. Non, il y a des très bons exemples. Mais plus exactement, ce qui est faux, c'est quand il y a plus de décès que de naissances, le pays va mal. En Allemagne, depuis 1973, il y a plus de décès que de naissances. Et malgré cela, contrairement à ce que croyait Monsieur Michel Debré, qui a fait une prévision entièrement fausse, puisque la population de la France a augmenté de plus de 12 millions depuis qu'il a raconté cela. La population allemande aussi, bien qu'il y ait plus de décès, a augmenté assez nettement. Parce qu'ils ont fait venir une immigration importante. Eh bien voilà, aussi. parce qu'il faut toujours tenir compte de l'apport migratoire. Alors attendez, on va y revenir, mais oui, vous voulez juste rajouter... Non, pour répondre à votre question, est-ce que c'est grave Alors le sol naturel, non. Il y a des solutions, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre. Ce qui importe, c'est moins la taille de la population que sa composition. Parce qu'en réalité, on est en train de vivre une dénatalité au moment où on est en train de vivre un vieillissement de la population comme jamais. Et donc en fait, les maternités se vident et les maisons de retraite sont en train de se remplir. Et tout notre modèle social a été pensé à l'inverse, avec beaucoup de jeunes qui financent très peu de personnes âgées. C'était le baby-boom, ça a marché pendant les 30 Glorieuses. Aujourd'hui, on a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour les financer. Et donc là, il faut repenser le modèle social. Alors, on va évoquer... il y a juste un point très important là-dessus, parce qu'on croit que justement c'est une menace pour les retraites, mais ça ne sera une menace que dans 20 ou 25 ans, parce que actuellement... En 2050, oui, mais enfin quand bien même. sûr. Bon alors attendez, Hervé Lebras, Ça va vite. vous voulez dire que vous ne serez plus là, c'est ça? Donc, on voit le déluge. Alors, Hervé Lebras, on va... Oui, vous avez raison, moi non plus. On va évoquer avec Anna une solution peut-être, le nouveau congé de naissance censé entrer en vigueur en janvier 2026. Oui, il a été officiellement validé hier par le vote du budget de la Sécurité sociale. C'est un congé de 2 mois. Chacun des parents peut le prendre séparément ou simultanément dans les 9 mois qui suivent la naissance. Et il vient s'ajouter au congé maternité et paternité déjà existant. À ce jour, les femmes disposent d'un congé maternité de 16 semaines pour leur premier enfant. C'est l'équivalent de 4 mois, ce qui veut dire qu'avec ce nouveau congé, eh bien, elles pourraient bénéficier d'un congé total de 6 mois. Quant aux pères, eux, ils ont un congé paternité aujourd'hui de 28 jours calendaires, donc c'est un petit peu plus d'1 mois, et donc leur congé total pourrait atteindre les 3 mois. Niveau rémunération, le premier mois serait indemnisé à hauteur de 70% et le deuxième à 60%. Et donc, vous le comprenez, l'objectif de cette mesure, c'est non seulement de proposer un congé qui soit court et mieux rémunéré, notamment pour inciter les pères à le prendre et donc mieux répartir la charge mentale et la création du lien avec le nouveau-né au sein du foyer. Bettina Zurli, tout à l'heure, vous parliez de ces congés réclamés par les Français. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution qui va permettre d'avoir envie de faire des enfants ? Je pense que c'est, on va dire, un moindre mal, le minimum des choses, mais en réalité, je ne suis pas sûre. En fait, à partir du moment où il n'est pas obligatoire pour les 2 parents, et notamment pour les pères, puisque les pères prenaient encore beaucoup moins leur congé paternité. Enfin, déjà, il y a 30% des pères qui ne prennent pas ce congé alors qu'il est obligatoire. Et quand on parle du congé parental, c'est moins de 1% des hommes et 14% des femmes. Donc, oui, je pense à la différence que le congé parental, c'est 400 € par mois et que donc, forcément, voilà, c'est pas très incitatif. Mais là, ça revient au même, c'est-à-dire que ça va être toujours dans les couples le moindre salaire qui va être... qui va s'arrêter avant, en tout cas, l'autre. Et moi, je pense qu'à partir du moment où il n'est pas rendu obligatoire pour les 2 parents, je ne pense pas que ça va réduire les inégalités. Si on ne part pas sur un même modèle que, par exemple, l'Espagne, qui est quand même assez novatrice là-dessus, c'est 19 semaines de congé par parent obligatoire. Et en réalité, c'est un des pays qui rattrape le mieux les inégalités entre les genres. Et il y a même eu un petit rebond de la natalité l'année dernière pour la première fois depuis un certain temps. Mais Maxime, petit rebond. L'Espagne, ça a baissé après. Pour la première année. Est-ce que quand même ce congé de naissance, ça peut résoudre le problème des modes de garde? Parce que justement, on allonge le congé. Si on a des difficultés à faire garder son enfant, ça résout un petit peu cette question. Ça le résout pour 2 mois, en réalité, c'est 2 mois. Donc, en fait, la question se pose encore après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça va dans le bon sens, dans le partage, effectivement, homme-femme. Ça permettra au papa de rester, je l'espère, un peu plus longtemps aussi, parce que 28 jours, c'est pas beaucoup, quand on a envie de rester aussi avec les enfants. Donc, ça va dans le bon sens, mais c'est minimaliste et ça ne règle pas cette question des modes de garde. Et excusez-moi, mais dans le budget de la Sécu, ils ont fait quelque chose d'extrêmement contraire, c'est qu'ils ont décalé la majoration des allocations familiales de 14 à 18 ans. Et donc, en fait, on fait un signal positif, là, sur le congé de naissance. Ça fait quand même 4 ans qu'on l'attend, le congé parental. Et de l'autre côté, les allocations familiales, elles, on fait des économies dessus. On fait des économies sur les allocations familiales pour financer les pensions de retraite qui augmentent, soi-disant, donc la natalité d'hier, et on fait des économies aujourd'hui sur les familles. Donc ça va dans le mauvais sens. Attends, on peut en discuter. Est-ce que c'est pas important quand même les incitations financières? Non, ça sert à rien. Jamais.
Pratiquement jamais. Dans tous les exemples internationaux, quelquefois, ça donne ce qu'on appelle un effet d'aubaine. Momentané. C'est-à-dire, ça monte un tout petit peu, et puis 3-4 ans après... C'est pas suffisant. Je vais prendre des Il y exemples. a une inversion de la tendance en Hongrie qu'on critique beaucoup, parce qu'on ne paye pas d'impôts quand on a 3 enfants. Exactement. Dans le résultat, alors, est en train de s'effondrer. La Hongrie est tombée à 1,28. Donc même ça ne marche pas comme incitation. Ça ne marche pas du tout. Ça a La marché pendant Russie, 10 ans même en chose Hongrie. en Russie, ça ne marche après, absolument pas. Poutine fait chaque année un discours où la moitié du discours, c'est sur la natalité. Il donne de l'argent, il donne des terrains, il donne des prêts sans intérêt. Ça ne marche pas. La Chine a maintenant une politique nataliste assez puissante. Vous avez vu, elle est tombée de 1,7 à 1. Pardon, mais les Français disent que ça coûte cher d'avoir des enfants. En même temps, non, Maxime, ça coûte cher d'avoir des enfants. C'est pas de l'argent. Encore une fois, c'est peut-être des mesures qui sont justement des mesures où on donne beaucoup font beaucoup de facilité aux parents. C'est la thèse au fond d'un professeur de Sciences Po, Julien Damon. Il y a peut-être là-dedans quelque chose à chercher, mais ça sera modeste. Julien Damon, ils vont recomposer les familles aussi, parce qu'il y a aussi un autre débat, parce que sociologiquement, il y a aussi des familles qui sont plus fragiles, des couples qui se séparent, et des séparations qui font que du coup la taille des familles se réduit. Vous pensez, Bettina Zourny, pardon pour terminer, que ça peut relancer le débat sur la gestation pour autrui des mères porteuses? Est-ce que c'est ça aussi qui va se poser à la France, comme dans beaucoup de pays? J'ai pas l'impression qu'on se dirige là-dessus pour l'instant. Non, mais ça élargirait les modalités. Ça élargirait les modalités, oui. Alors dans une certaine mesure. Après, même moi, si je me place éthiquement, c'est toujours sur un problématique. prisme féministe, donc je reste très critique là-dessus. Contre la en tout cas, marchandisation je du pense corps. qu'effectivement, il y a des questions qui se poseraient là-dessus. Mais en tout cas, ce que l'on voit, pour revenir sur ce qu'on disait sur les incitations financières, c'est qu'effectivement, ça fait un pic et ensuite ça redescend. C'est que si on ne prend pas en compte les besoins actuels, et là, je vais parler pas spécifiquement. Mais c'est quoi les besoins? C'est des besoins presque spirituels? Ça dépasse tout ça? Non, on n'en a même pas trop parlé, mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez flagrant, c'est le gender gap en ce moment en termes de mœurs et de besoins. C'est-à-dire le fossé idéologique entre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui est calculé par le Haut Conseil à l'égalité tous les ans et qui est alarmant. C'est-à-dire qu'on est sur des femmes qui ont de plus en plus de besoins justement de reconnaissance de l'égalité égalité par rapport aux par rapport à leurs conjoints et aussi donc de pas vouloir mettre de côté leur carrière. C'est pas tant pour alors c'est pas que de réalisation, mais c'est aussi un besoin de ne pas devenir dépendante économiquement de son conjoint, parce qu'on pareil, on l'a pas dit, mais l'entrée en maternité, l'entrée en parentalité entre un homme et une femme, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ajouter quelque chose, c'est que c'est fini, on n'a plus le temps. Il y avait une chose mais comme elle continue à dégringoler, nous referons ce débat. Vous reviendrez, jeune homme. Merci à toujours de jeune homme. Merci à tous les trois. Merci d'être venus. Merci d'être venus débattre. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. L'Union européenne détricote le pacte vert et renonce au tout électrique pour les moteurs de voitures d'ici 2035. Il y a un être exceptionnel qui a 9 bras et 9 cerveaux, dont 8 bras et 9 cerveaux, et pas motorisé. Lui, un poulpe, apprend le piano et fascine tout le monde en ce moment. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Time, le vénérable hebdomadaire américain dont la version française sera disponible demain dans les kiosques. C'est entendu. Que représente la nouvelle couverture du magazine Time? Time existe depuis plus de 100 ans. Les femmes de l'année du Time. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Time, de son vrai nom Time Magazine, dérivé de l'ancien anglais Tima, période, désigne l'hebdomadaire américain d'actualité le plus célèbre et influent du monde, notamment grâce à sa fameuse une annuelle sur la personnalité de l'année. Une édition française de Time, trimestrielle, 200 pages, 100 000 exemplaires, sera disponible dès jeudi 18 décembre. Un entrepreneur français connu pour avoir, en 2017, importé et adapté Forbes, magazine pour amateurs de flouze et de classement flousier, a acquis la licence de Time pour faire de l'hebdo du pays du Pigargue un trimestriel pour le pays du Coq. La personnalité de l'année sera toutefois la même dans les deux versions. Selon un ancien boss du journal, le titre de personnalité de l'année récompense là où les personnes qui ont incarné l'essence même de l'année pour le meilleur ou pour le pire. Depuis Charles Lindbergh, aviateur intrépide et premier homme de l'année 1927, la neutralité de genre date de 1999, quantité de satrapes ont reçu cet honneur. Time, lu par 120 millions de lecteurs, papier plus numérique, est fondé en 1923 par 2 journalistes passés par Yale, avec l'ambition d'informer le décideur pressé de Manhattan. Le succès est énorme. Si l'un des 2 plumitifs meurt d'une septicémie après le krach de 29, l'autre multiplie les lancements de magazines à succès aux titres univoques.
Time devient un monstre médiatique, avec immeubles en marbre, chaînes de télé, rachats, fusions, valorisation en centaines de milliards. Et splendide gadin pour avoir loupé le virage Internet. Le titre appartient depuis 2018 à un milliardaire leader du logiciel de gestion. Benjamin Franklin ne s'était pas gouré. Time is money. CQFD, Thibault Nolte, Marie. Alors là, il y a un truc harmonieux, troublant. Exactement. Vous êtes appelés, ben voilà. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, l'heure de vos chroniques. C'est la fin de l'objectif tout électrique pour les automobiles en 2035. C'est ce qu'a annoncé hier la Commission européenne, sous la pression du PPE. Oui, ça a été voté face à la pression des industriels et l'inquiétude des États. Vous mettez une batterie dans cette histoire. Et oui, vous êtes provocateur. Aux origines de l'automobile. Elisabeth, le 19 septembre 1859, l'Académie des sciences à Paris reçoit Gaston Planté. Il vient présenter un mémoire sur la polarisation voltaïque. La polarisation voltaïque, étonnant parce que ce gars-là s'était fait connaître une petite notoriété quelques années auparavant quand, en 1855, alors qu'il s'adonnait à sa passion, la paléontologie, il avait découvert des fossiles dans les environs de Paris, des fossiles d'un oiseau préhistorique jusqu'alors inconnu, grosse bestiole, un piaf de près de 2 mètres. Qui a été nommé grâce à lui, c'est le Gastornis. Gastornisme, c'est tout simplement Gaston. Mais quand il présente devant l'Académie des sciences son mémoire de polarisation voltaïque, il prouve qu'il n'a pas abandonné sa formation première, c'est-à-dire la physique, parce qu'à ce moment-là, il est préparateur au Conservatoire des Arts et Métiers. Donc, vous voyez, entre la paléontologie et la physique, il a choisi la physique et il ne s'est pas planté. Alors, quelle est son invention, Xavier ? Il améliore la pile de Volta. Vous savez, cette pile que Volta a imaginée, conçue, inventée au tout début du 19e siècle, ce génial Italien qui, avec du cuivre, du zinc, tout ça, de l'acide, réussit à créer une pile. Sauf que Gaston Planté lui ajoute, alors c'est un peu complexe, mais il ajoute du plomb. En gros, il crée un accumulateur, c'est-à-dire que désormais, c'est rechargeable. Et il ouvre la voie aux véhicules sans chevaux, pour le dire tout simplement. À l'automobile, on est dans cette période d'effervescence scientifique et entre génie et bricolage. Il faut encore attendre une 20aine d'années pour voir son procédé amélioré par un homme fort. Cet homme-là, c'est Camille Faure. Lui, alors, il utilise de l'oxyde de plomb, de l'acide sulfurique. C'est grâce à ces types Planté, Faure, que l'électricité devient viable pour déplacer des véhicules. Reste à rendre tout ça concret, applicable. Faut trouver quelqu'un. Et il est tout trouvé. C'est Gustave Trouvé. Gustave Trouvé, c'est l'inventeur de génie. Il a un nombre de brevets. Non, c'est vrai, il s'appelait Trouvé. Il s'appelle Trouvé, mais c'est merveilleux. Puis un nombre de brevets, vous imaginez même pas. En gros, lui, son truc, c'est de mettre des moteurs électriques dès qu'il trouve un bidule, des bateaux, des machins. Et en 1881, il circule dans les rues de Paris sur un tricycle équipé d'un moteur électrique grâce à ses accumulateurs. Et donc, ça y est, on a l'un, si ce n'est le premier véhicule électrique, 1881. C'est également l'année de l'exposition internationale d'électricité à Paris. Donc, vous voyez, aux origines de l'automobile, l'énergie est toute trouvée pour des moteurs forts grâce aux accumulateurs. Sauf que cette énergie est, après, par la suite, un peu oubliée. Et on se demande si on ne serait pas un peu planté. Voilà, et vous avez mis les doigts dans la prise, cher Xavier, ce soir. Marie, un musicien suédois fait sensation en apprenant le piano à un gars qui a 8 bras. Un poulpe. Un poulpe qui fait du piano. Moi, je croyais que ça n'existait que dans les films ou dans les dessins animés. Poulpe fiction. Encore. Mais oui, ou non, vous connaissez l'album pour enfants de Tommy Ungerer qui s'appelle Émile le poulpe, où il l'imagine en train de faire un concerto sur un piano à queue. Bref, et la fiction vient de rejoindre la réalité grâce à Matthias Krantz, un musicien délicieusement cinglé qui adore bidouiller les pianos. Il en parle sur sa chaîne YouTube. Donc, il a inventé un piano fusil, un piano électricité très, très dangereux, entre autres. Et grâce à lui, on a donc découvert que les poulpes pouvaient jouer du piano. Il faut être très patient. Ça lui a pris 6 mois à Matthias Krantz pour trouver comment convaincre Taco de donner un petit récital. Taco, c'est le nom mignon qu'il a donné à son élève, le poulpe. C'est le diminutif de takoyaki, qui veut dire poulpe grillé en japonais. Ah bah. Wow, Taco! I can't believe I'm seeing you with a piano. But Taco did everything except playing piano. He sat on it, filmed it, lifted it. It was obvious that... Poor guy, he doesn't know what to do.
Ben non, au début c'était foireux, il a beaucoup tâtonné, et c'est ça d'ailleurs qui fait tout le sel de ce petit documentaire. Déjà, il a fallu comprendre que le poulpe, il n'appuie pas sur une touche, il enroule sa tentacule. Donc c'est pour ça qu'avec une imprimante 3D, il lui a fait des touches spéciales qui puissent tirer. Ensuite, il lui a installé un haut-parleur sous-marin qui fait des vibrations, parce que figurez-vous que les poulpes, ça a une ouïe quasiment nulle. Et puis ensuite... Le problème, c'est d'enseigner une séquence de notes, une mélodie, une succession. Alors, il a d'abord essayé de mettre des touches lumineuses, échec cuisant, et finalement, il a eu l'idée de génie. Il a fabriqué un ascenseur à crabe. C'est-à-dire que le crabe descend, si Taco joue la bonne succession de notes, et à la fin, il peut manger le crabe, ça a marché. Je sais que certains d'entre vous ont l'oreille musicale, c'est pas très beau. C'est pas très beau. C'est prometteur. Bah non, parce que les poulpes n'ont pas le sens du rythme, ils ne l'auront jamais. C'est pas le tube de l'année, on est d'accord, mais pour moi, c'est le documentaire de l'année. Vous tapez Octopus Piano sur YouTube, il y a déjà 6,5 millions de vues. Et puis, désolé pour le menu du réveillon, mais plus jamais on mangera le poulpe. De toute façon, jamais, Marie. Bon, merci à tous. On se retrouve demain sur Arte et Chérie à 20h05. Tchuss.